Un vétéran noir handicapé avait été victime d'intimidation dans un restaurant. Un colonel de la marine était alors intervenu pour le défendre. « Si tu ne peux même pas tenir un plateau, tu devrais rester chez toi, grand-père. » Ces mots avaient tranché l'air du café Meridiano comme un couteau. Quelques rires épars et d'autres avaient suivi alors que Manuel Santos, 72 ans, peinait à équilibrer son plateau contenant un café et un sandwich, son corps raide à cause d'une blessure à la colonne vertébrale qu'il traînait depuis 50 ans. Ses mains sombres et ridées tremblaient, non pas à cause de ce commentaire cruel, mais à cause des éclats d'obus qu'il portait encore de la guerre. Les médecins lui avaient dit qu'il ne marcherait plus jamais. Manuel leur avait prouvé qu'ils avaient tort, même si chaque pas était un combat silencieux qu'il menait chaque jour. Essaie-t-il d'obtenir une réduction parce qu'il est noir et handicapé ? Chuchota une femme à la table voisine, suffisamment fort pour être entendu. Manuel poursuivit sa lente progression dans le café, comme s'il n'avait pas entendu. Le petit déjeuner du dimanche au Meridiano était une tradition pour lui. 10 ans à fréquenter le même endroit, assis à la même table près de la fenêtre, où la lumière du soleil réchauffait ses os douloureux tout en lui permettant d'observer la place de la ville. C'était un petit réconfort qu'il s'accordait, une routine qui l'aidait à organiser un esprit parfois encore en proie à des flashbacks du front. « Je parie que ça n'a même pas fonctionné », dit un homme d'âge moyen en faisant tournoyer sa bière du matin. « Vous avez probablement acheté cette épingle dans une brocante. » L'épingle que Manuel portait discrètement dans la poche de sa chemise était une décoration pour sa bravoure au combat. Il ne l'avait jamais exhibée ouvertement, non pas par honte, mais parce que des hommes comme lui n'avaient pas besoin d'applaudissements pour accomplir ce qu'ils considéraient comme leur devoir. Alors qu'il s'approchait de sa table habituelle, la main de Manuel tremblait davantage. Une tasse de café renversée avait taché la nappe blanche. Il s'était arrêté, se demandant s'il devait essayer de nettoyer ou simplement s'asseoir. « Et, quelqu'un a-t-il appelé un concierge ? Nous avons une urgence ici. » D'autres rires avaient suivi. Parmi le personnel, seule Elena, une serveuse qui s'occupait de Manuel depuis des années, avait fait un geste pour aider, mais son manager l'avait retenu par le bras avec un regard d'avertissement. Le café était rempli de clients riches du quartier chic de la ville, des gens qui laissaient des pourboires généreux et permettaient à l'entreprise de fonctionner. C'est alors qu'une fourchette glissa du plateau de Manuel, tombant au sol avec un tintement métallique qui résonna dans le silence soudain. Il baissa les yeux, évaluant l'effort douloureux qu'il lui faudrait pour se pencher. « Quelqu'un devrait filmer ça pour TikTok », commenta un adolescent, son téléphone déjà en main. Ce serait épique. Manuel commença à s'abaisser lentement, utilisant le bord de la table comme support, une expression de douleur contrôlée traversant son visage tandis que ses genoux protestaient. 50 ans d'entraînement militaire lui avaient permis de préserver sa dignité malgré l'humiliation publique. Ce que personne ne remarqua, c'était l'homme assis seul dans le coin le plus éloigné du café. Le commandant Eduardo Fernandez, 45 ans, officier de la marine en uniforme, observait la scène avec une intensité qui avait rendu son café intact. Il s'était arrêté pour prendre un café rapide avant de se rendre à une cérémonie officielle. Ses yeux n'avaient pas quitté Manuel depuis que le vétéran était entré dans l'établissement. Il y avait quelque chose de familier dans ce visage, quelque chose qui réveillait de profonds souvenirs. Alors que Manuel continuait sa douloureuse descente vers la fourchette tombée, le commandant Fernandez se leva. Sa chaise racla le sol, attirant l'attention de quelques clients. D'un pas déterminé, il traversa la pièce. « Regardez, l'équipe de sauvetage de la marine est arrivée », ricana l'un des hommes. « Avez-vous besoin de renforts pour cette opération ?» Le commandant ne répondit pas. Il ne regarda pas les provocateurs. Ses yeux étaient fixés uniquement sur Manuel. Lorsqu'il rejoignit le vétéran, il ne lui proposa pas d'aide immédiate. Il avait trop de respect pour la dignité de l'homme pour supposer qu'il avait besoin d'assistance. Au lieu de cela, il réalisa un geste qui plongea tout le café dans un silence absolu. Le commandant Fernandez se tenait droit, le menton levé, et effectuait un salut militaire parfait. Un salut officiel d'un officier à un autre, non pas une marque de pitié, mais de profond respect. Les yeux de Manuel, qui étaient restés baissés tout au long de l'incident, se relevèrent enfin. Dans le reflet de la fenêtre, les deux militaires se regardaient, une communication silencieuse passant entre eux, la reconnaissance d'une fraternité qui transcendait le temps, le rang et la couleur de peau. Ce que personne dans ce restaurant n'aurait pu imaginer, c'était que la rencontre entre ces deux hommes n'était pas une coïncidence. Une histoire de courage extraordinaire reliait le vétéran noir humilié et le commandant en uniforme impeccable. Une histoire qui avait commencé il y a des décennies sur un champ de bataille oublié et qui était sur le point d'être révélée d'une manière qui changerait à jamais la vie de toutes les personnes présentes. Si vous avez déjà été témoin d'un moment où le silence parlait plus fort que les mots, vous comprendriez pourquoi chaque personne dans ce café retenait son souffle.
Inscrivez-vous pour découvrir comment un simple geste de respect avait déclenché une révélation que personne n'était préparé à entendre. Le commandant Fernandez baissa le bras du salut et se pencha pour ramasser la fourchette. Il ne l'offrit pas directement à Manuel, mais la posa délicatement sur la table, un geste qui préservait la dignité du vétéran. « Sergent-major Manuel Santos », déclara le commandant, sa voix basse mais audible dans tout le café silencieux. « C'est un honneur de vous rencontrer ici, monsieur. » L'utilisation du terme « monsieur » par un officier de haut rang à l'adresse d'un homme noir âgé provoqua l'inconfort de plusieurs des chahuteurs. Manuel se redressa enfin, s'appuyant sur sa canne. « Commandant Fernandez », répondit-il d'une voix étonnamment ferme. « Vos parents ont bien choisi votre nom. Eduardo, gardien en vieux portugais, toujours fidèle à ce sens. » Helena, la serveuse, se libéra enfin de l'emprise de son manager pour nettoyer le café renversé. « Je suis désolée, monsieur Santos, » murmura-t-elle. « J'aurais dû vous aider plus tôt. »« Tout va bien, Helena, » répondit Manuel. « Tout le monde ne peut pas risquer ses moyens de subsistance pour faire ce qui est juste. » Le gérant du café, Victor, s'approcha rapidement, son sourire professionnel cachant à peine son malaise. « Commandant, puis-je vous offrir votre café aujourd'hui ? Et pour vous aussi, monsieur Santos. » Le commandant fixa le directeur d'un regard perçant. « Vous vous souciez maintenant du bien-être du sergent-major Santos après l'avoir laissé se faire ridiculiser dans votre établissement. »« Ce n'était pas nécessaire, commandant, » interrompit calmement Manuel. « Monsieur, Victor a toujours été cohérent dans ses priorités. » Le groupe qui s'était moqué de Manuel baissa les yeux vers ses assiettes, sauf un, Jason Porter, un homme d'âge moyen vêtu d'un costume coûteux. « Alors, vous avez vraiment servi ?» demanda Porter, la voix désormais prudente. « Dans quelle unité ?» Le sergent-major Santos a servi lors de l'opération Tempête du désert au sein des forces spéciales, répondit le commandant. Mais ce n'était que la fin d'une carrière extraordinaire. Le commandant tira une chaise pour Manuel, qui s'assit avec un hochement de tête de remerciement. 27 ans de service, dit finalement Manuel, mais personne ne m'a jamais posé cette question auparavant. Ils avaient juste supposé. Pendant ce temps, dans la cuisine, Helena envoyait un message à son neveu, Wim. Il est là, l'homme de vos histoires, et il est accompagné d'un commandant. Wim Ramos, 32 ans, avocat et fils d'un ancien combattant, lut le message et prit immédiatement un dossier de documents avant de se diriger vers le café. En arrivant, Wim s'approcha respectueusement. « Sergent-major Santos, je suis Wim Ramos, fils du caporal Miguel Ramos. Mon père a servi sous vos ordres. » Manuel observa le jeune homme un long moment. « Petit Wim, tu avais 5 ans la dernière fois que je t'ai vu aux funérailles de ton père. »« Oui, monsieur, » répondit Wim avec émotion. « J'ai travaillé sur l'affaire comme promis. » Wim ouvrit le dossier et glissa un document à Manuel. « Nous avons trouvé les preuves, les dossiers perdus existent, les ordres falsifiés, les déclarations falsifiées, tout. »« La mission non documentée, » dit Manuel calmement. « Celle qui a coûté la vie à 17 hommes, dont le père de Wim. » Porter se leva brusquement. Le commandant le reconnut. Jason Porter, vice-président de Meridian Security Contractor. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » répondit Porter, pâle. « Et j'avais une réunion. » Alors que Porter se dirigeait vers la sortie, Manuel prit la parole d'une voix ferme. « Monsieur Porter, votre père pensait pouvoir enterrer la vérité avec mes hommes. Il pensait qu'un sergent noir sans soutien politique n'obtiendrait jamais justice contre une entreprise militaire. » Un journaliste entra dans le café, ayant des relations à Washington. « Sergent-major Santos, Daniela Rocha, Journal Nyonol, nous avons reçu votre dossier d'interview. » Le visage de Porter se vida de toutes couleurs. Manuel sourit, un sourire sans joie, mais empreint de détermination concernant l'opération Fantôme. « Comment votre père a falsifié des ordres et envoyé 17 hommes en mission illégale pour protéger des intérêts privés ?» Le commandant Fernandez se leva et déposa les dossiers officiels sur la table. « Je suis ici pour remettre ces documents déclassifiés à l'enquête fédérale sur Meridian, rouverte grâce aux preuves fournies par le sergent-major Santos. » Pendant 30 ans, Manuel Santos avait été traité comme un invisible, un vétéran noir handicapé que les gens ridiculisaient. Personne n'imaginait que chaque dimanche, dans ce café, il cartographiait les déplacements, recueillait des informations et montait méticuleusement un dossier que personne ne croyait possible. Parfois, la justice n'arrivait pas comme un coup de tonnerre, mais comme une marée inexorable qui avançait lentement au fil des ans jusqu'à ce que soudain, tout le sol sous vos pieds disparaisse. Juste au moment où vous pensiez être sur la terre ferme, Porter regarda autour de lui,
réalisant que les habitués du café le regardaient désormais avec des expressions oscillant entre choc et mépris. Des journalistes commencèrent à entrer dans l'établissement, attirés par le message anonyme envoyé quelques minutes plus tôt. « C'est absurde », balbutia-t-il en ajustant nerveusement sa cravate coûteuse. « Mon avocat s'en chargera. » Son avocat est déjà au courant, interrompit Wim en ouvrant son ordinateur portable. D'ailleurs, 3 d'entre eux ont démissionné de son dossier ce matin. Apparemment, personne ne veut défendre une cause perdue. Manuel resta assis, observant calmement des décennies de patience enfin récompensées. Pendant des années, il n'avait été qu'un homme noir handicapé dont les plaintes étaient ignorées par les coulisses du pouvoir à Washington. Mais si le système le sous-estimait, il avait méticuleusement monté son dossier. Sur l'écran de l'ordinateur, Wim affichait des documents militaires classifiés, désormais déclassifiés. Des rapports d'opérations inexistants, des signatures falsifiées et, plus dévastateur encore, un enregistrement retrouvé du père de Porter ordonnant l'abandon de soldats blessés pour protéger le matériel appartenant à Meridian. 17 hommes sont morts, dit Manuel, la voix emplie d'émotion. Le café était silencieux. 17 hommes avec des familles, des rêves, un avenir. Ils avaient été envoyés illégalement pour protéger des intérêts privés, puis abandonnés à la mort lorsque les choses avaient mal tourné. Le commandant Fernandez s'était approché et avait posé une main sur l'épaule de Manuel. Je n'étais qu'une recrue lorsque le sergent-major Santos m'a porté hors de cette zone de mort. Il y est retourné 3 fois pour secourir d'autres personnes, même après avoir été blessé. Pendant ce temps, Porter avait tenté de se diriger vers la sortie, mais son chemin avait été bloqué par 2 agents fédéraux qui venaient d'entrer. Jason Porter. Nous avons un mandat pour saisir des documents des entreprises de sécurité de Meridian liés à l'opération Ghost. Vous ne pouvez pas faire ça, avait crié Porter, le visage rouge de panique. Mon père a bâti cette entreprise. Nous avons des contrats gouvernementaux. Manuel avait esquissé un léger sourire. Il l'a bâti avec du sang, Monsieur Porter. Le nôtre. Daniela Rocha, le journaliste, avait pointé du doigt la vitrine du café. Dehors, une petite foule commençait à se rassembler, composée de membres des familles des soldats disparus lors de cette opération secrète. Ils portaient des photos de leurs proches et des affiches réclamant justice. « Comment ?» avait murmuré Porter en s'effondrant sur une chaise à proximité. Pendant que « Tu m'as vu comme un vieil homme noir infirme, je traquais chaque survivant, chaque famille », expliqua Manuel. Pendant 30 ans, chaque dimanche que je passais dans ce café, à regarder par la fenêtre, j'attendais ton arrivée. Ce café est à seulement 2 pâtés de maison du siège de Meridian, et je savais que nos chemins finiraient par se croiser. Victor, le directeur, s'était approché nerveusement. Monsieur Santos, il serait peut-être préférable de porter cette situation ailleurs. Nous dérangeons les autres clients. Le commandant Fernandez s'était tourné vers lui. Cet homme a servi son pays avec honneur et a été traité comme un déchet dans cet établissement pendant des années. Et maintenant, vous vous souciez du confort des clients ? Elena, la serveuse, avait finalement pris la parole. Manuel ne s'est jamais plaint, pas une seule fois. Même quand il renversait accidentellement du café sur lui, même quand des gens comme Monsieur Porter se moquaient de lui, il revenait semaine après semaine en regardant par la fenêtre. Porter avait regardé Manuel avec un mélange de colère et d'incrédulité. Vous avez planifié tout cela pendant 4 décennies. La justice est patiente, Monsieur Porter, avait répondu Manuel, beaucoup plus patient que la cupidité. À ce moment-là, d'autres journalistes étaient entrés, dont un de CNN. Les retransmissions en direct avaient commencé alors que les agents fédéraux emmenaient Porter. « Tu ne comprends pas » cria-t-il désespérément. « Ces contrats soutiennent notre économie. Des gens perdront leur emploi. 17 familles ont déjà perdu bien plus, avait répondu calmement Manuel. Wim avait touché le bras de Manuel. « C'est l'heure de la conférence de presse, sergent. Les autres survivants attendent. » Alors que Manuel se levait avec sa canne, tout le café redevint silencieux. Cette fois, ce n'était pas un silence de mépris, mais de respect. Il marchait lentement vers la porte, chaque pas portant le poids de décennies d'injustice qui seraient enfin reconnues. Dehors, les caméras s'étaient tournées lorsqu'il était apparu. Porter, désormais assis à l'arrière d'une voiture fédérale, regardait avec horreur son empire commencer à s'effondrer. Son entreprise perdait déjà de la valeur en bourse. Les actions avaient chuté à mesure que la nouvelle se répandait. Le sergent-major Santos avait interpellé un journaliste. « Comment vous sentez-vous après tout ce temps ?» Manuel s'était arrêté et avait regardé directement les caméras. « Je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici pour la justice.
Pour 17 hommes qui n'ont pas pu rentrer chez eux, retrouver leur famille, qui méritent la vérité. Et pour s'assurer que des entreprises comme Meridian comprennent qu'il y a des limites à ne pas franchir, même au nom du profit. Ce que Porter et les autres qui se moquaient de Manuel n'avaient jamais réalisé, c'était que son apparente fragilité cachait une force intérieure forgée dans les pires circonstances imaginables. Alors que le monde voyait un vétéran noir handicapé faire tomber un empire construit sur des mensonges, une simple vérité émergeait. Parfois, l'arme la plus puissante contre l'injustice n'était pas la colère ou la violence, mais la détermination inébranlable de ceux qui avaient tout perdu sauf leur intégrité. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce matin au Café Meridiano. L'établissement affichait désormais une nouvelle enseigne à l'entrée, vétérans et café gratuit, et une photographie encadrée de Manuel Santos occupait une place d'honneur sur le mur principal. Victor n'était plus le manager. Elena avait été promue après le scandale. Bon retour, sergent-major, avait-elle dit en guidant Manuel vers sa table habituelle. Aujourd'hui, cependant, cette table était ornée d'une petite plaque de bronze réservée au sergent-major Manuel Santos, héros national. Les journaux sur le comptoir racontaient l'histoire désormais connue dans tout le pays. Les entreprises de sécurité de Meridian avaient été dissoutes après une enquête fédérale. La famille Porter faisait face à de multiples accusations criminelles. Les vétérans étaient enfin reconnus après 3 décennies. Manuel était différent aussi, pas physiquement. Sa colonne vertébrale le faisait encore marcher lentement. Ses mains tremblaient encore légèrement, mais il y avait une légèreté dans son visage qui n'avait jamais été présente auparavant. Le poids de 30 ans de silence forcé avait enfin été levé. Wim était entré dans le café, représentant désormais officiellement les familles des 17 soldats disparus lors de cette opération secrète. Derrière lui, 3 hommes plus âgés, les seuls autres survivants de la mission encore en vie. Les accords d'indemnisation ont tous été signés, avait dit Wim en posant un dossier sur la table. Les familles obtiendront enfin une certaine justice financière, même si rien ne peut véritablement compenser leurs pertes. L'un des vétérans, Samuel, avait serré l'épaule de Manuel. « Vous n'avez jamais abandonné. Quand nous avons tous perdu espoir, vous avez continué à vous battre. » « Je n'avais pas le choix, » avait répondu simplement Manuel. « J'ai promis à nos frères que la vérité serait connue. » La porte du café s'était ouverte à nouveau et le commandant Fernandez était entré, accompagné d'un officier plus âgé, le commandant de la marine en personne. Les conversations s'étaient tues à mesure qu'ils approchaient de la table de Manuel. « Sergent-major Santos », avait dit le commandant de la marine d'un ton solennel. « Je suis venu vous informer personnellement que votre grade sera rétabli dans nos archives officielles avec tous les avantages rétroactifs. Plus important encore, la médaille de combat qui vous avait été refusée vous sera enfin décernée lors d'une cérémonie la semaine prochaine. » Manuel hocha lentement la tête. Ce n'était pas pour la reconnaissance de ses années de combat, mais pour la vérité. Pourtant, il y avait un sentiment de clôture à cet instant. La même institution qui avait cédé à la pression politique des décennies auparavant corrigeait humblement son erreur. « Et Porter ?» demanda Manuel, la voix toujours empreinte de ce calme qui le caractérisait. « Son père a tout avoué, » répondit Wim, dans l'espoir d'obtenir une réduction de peine. Jason est accusé d'entrave à la justice et de destruction de preuves. Meridian a perdu tous ses contrats gouvernementaux. Devant le café, les familles des soldats disparus avaient commencé à se rassembler. Certaines parcouraient des centaines de kilomètres pour enfin rencontrer l'homme qui avait combattu pendant des décennies pour honorer la mémoire de leurs proches. « Vous savez, » avait dit Manuel en regardant par la fenêtre vers le quartier général de Meridian, « ils ont toujours cru me voir attendre quelque chose. En réalité, je les attendais, planifiant chaque étape. » Le commandant Fernandez avait souri. « La meilleure stratégie militaire que j'ai jamais vue. » « Ce n'était pas de la stratégie militaire, » corrigea Manuel. « C'était la patience. Je l'ai apprise de ma grand-mère, née esclave et morte libre. Elle disait, la justice avance parfois lentement, mais elle ne s'arrête jamais. Et quand on a l'impression d'avoir été oublié du monde, c'est là que notre dignité parle le plus fort. » Cet après-midi-là, alors que le soleil se couchait sur la ville, le vétéran café était plein. Non pas de clients fortunés buvant de la bière le matin, mais d'hommes et de femmes ayant servi leur pays, dont beaucoup apportaient leurs propres histoires d'injustice jamais réparées. Au centre de tout cela se trouvait Manuel, écoutant chaque histoire avec la même attention patiente qu'il avait conservée pendant 3 décennies tout en construisant son propre dossier. À chacun, il offrait la même sagesse, la justice n'est pas une destination. C'est un voyage. Et ce voyage commence quand on décide de ne pas accepter le silence comme réponse. Jason Porter, désormais en liberté conditionnelle en attendant son procès, passait parfois devant le café.
Parfois, il s'arrêtait brièvement, regardant à l'intérieur, voyant l'homme qui s'était moqué de lui, désormais entouré de respect et de détermination. C'était une puissante leçon sur la façon dont l'arrogance peut aveugler la force tranquille d'un adversaire sous-estimé. Par la fenêtre, Manuel remarquait parfois Porter qui l'observait. Et un après-midi, il fit quelque chose d'inattendu. Il l'invita à entrer, non pas pour la réconciliation, mais pour illustrer une vérité essentielle. La véritable justice n'est pas une question de vengeance, mais de restauration, de vérité, de dignité et, surtout, d'humanité qui unit même ceux qui sont aux prises avec un conflit moral. Dans un monde où les cris de haine étouffent souvent les murmures de courage, Manuel Santos nous rappelle que certaines des batailles les plus importantes ne se livrent pas à main nue, mais avec la détermination inébranlable de ceux qui savent que la vérité, aussi lente soit-elle, finit toujours par éclater. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour recevoir d'autres témoignages de courage discret qui transforment l'injustice en leçons précieuses.